Bien, bonsoir à tous. Pardon, j'ai une voix un petit peu enrouée, ça n'est pas très agréable. Mon intervention auprès des évêques a porté sur deux dimensions. D'abord celle de la structuration de l'instance et de son fonctionnement, puisqu'après 5 mois de l'assemblée plénière au cours de laquelle j'ai été désignée comme présidente de l'instance, nous avons préfigurer l'instance, organiser son fonctionnement, et puis un deuxième axe qui est autour des premiers enseignements que nous pouvons tirer au travers des 526 personnes victimes qui se sont adressées à l'INIR entre le 17 janvier et le 5 avril. Hier. Simplement vous redire le triple rôle de l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Tout est dans le mot. C'est d'abord une instance indépendante. Elle a pour responsabilité, à la demande des évêques de France, d'engager une démarche de reconnaissance des faits vécus par des personnes victimes mineures de violences sexuelles au sein de l'Église par des prêtres et des laïcs. Et elle a, dans son mode opératoire, 3 grands axes. L'écoute de manière individuelle des personnes victimes, la reconnaissance des faits, comme je l'indiquais, et ainsi que les manquements, notamment de la part de l'Église, mais parfois aussi du proche environnement comme la famille, dans les réponses qui ont pu être apportées aux faits subis et les conséquences de ce qu'elles ont subi, pour le réparer en fonction des demandes et des besoins des personnes. C'est une instance qui est portée par un collège d'experts qui a pour mission de structurer la mission de l'instance et aussi de formaliser les décisions de reconnaissance et de réparation à partir des rencontres qui ont lieu entre les référents de situation, qui sont des psychologues, des juristes, des médiateurs, des personnes qui ont l'expérience de l'écoute et de l'accompagnement, qui interviennent pour construire avec les personnes victimes, encore une fois, une première étape de reconnaissance et puis une démarche de réparation. Je vous donnerai quelques éléments sur la nature des demandes, à la fois des reconnaissances et des réparations. On peut donc, pour schématiser, parler du collège d'experts, d'une part, des bénévoles, et d'autre part, de services qu'on peut qualifier de spécialisés pour accueillir, écouter et élaborer une décision et aussi suivre la mise en œuvre de cette décision, quelle qu'en soit la nature, parmi, je le précise, les personnes référentes de situation. Elles sont toutes professionnelles, comme je l'indiquais, mais elles sont parfois bénévoles, dans le sens où, pour certaines, elles consacrent une partie de leur temps, en plus d'une activité professionnelle autre, ou elles sont à la retraite. Voilà. Et puis on a des salariés. Pour l'instant, on a recruté un salarié comme référent de situation, et nous en embaucherons d'autres. Merci beaucoup. Le process est le suivant. Pardon, la personne victime s'adresse à nous par le biais d'une adresse mail, contact@inir.fr, ou par courrier. Depuis 3 semaines, nous avons au point un système d'information qui permet d'entrer toutes les informations qui concernent la victime de manière très sécurisée, et qui concerne les faits aussi, pas seulement la victime, et les circonstances des faits, et qui permet d'avoir un suivi des échanges qu'il y a lieu avec la victime. Tout ça est sécurisé par les normes RGPD avancées que nous impose ce sujet délicat et que nous impose la protection des données, évidemment. L'ambition de ce système d'information, c'est aussi de recueillir des données de nature plus statistique qui permettront d'approfondir la connaissance des phénomènes de pédocriminalité et de pouvoir tirer des leçons, notamment dans la connaissance de ce phénomène, mais aussi dans les axes de prévention à privilégier. Une fois le système d'information renseigné dans une première intention,
à terme, sous 2 à 3 semaines, la personne se voit désigner un référent de situation qui prend contact avec elle et s'engage là une série de rendez-vous qu'on a formaté à 2 ou 3. Et l'expérience des 53 premières démarches engagées montre effectivement qu'avec certaines personnes, après un rendez-vous, on est déjà très avancé dans l'ensemble de la démarche. D'autres fois, il en faudra plus que 3. Ça se passe au téléphone ou en visio, mais ça peut aussi se passer en rencontre physique. Et ça s'est déjà produit dans les situations qui ont déjà été, dans les démarches qui ont déjà été engagées. Je vous ai dit juste en grande tendance pour les 526 personnes victimes qui ont pris contact avec l'INIR, toutes ont reçu une réponse personnalisée accusant réception de leur demande. C'est un peu sec de le dire comme ça. 68% d'entre elles sont des hommes. C'était déjà une tendance qu'on avait relevée après les 200 premiers dossiers qui nous étaient arrivés à la fin de février. Ça veut dire qu'au regard des statistiques de la SIAZ, le nombre de femmes qui s'adressent à nous est proportionnellement plus important. Une des hypothèses, c'est que les femmes entrent plus facilement dans ce type de démarche. On a un petit rajeunissement, là aussi, qui se confirme avec avec une majorité de personnes âgées de 56 à 70 ans. Par rapport à l'âge qui avait été indiqué par les travaux de la SIAZ, qui était supérieur, qui était au-delà de 60 ans pour le plancher. Et puis aussi, dans ces dernières semaines, un rajeunissement, c'est-à-dire des jeunes, des plus jeunes, des moins de 30 ans, qui s'adressent, où nous avons pu observer dans ce cas de figure que c'était plus souvent des laïcs, dans le cadre de mouvements et d'associations de jeunesse qui étaient les agresseurs. Alors, dans 70% des cas, sur l'ensemble des générations traversées, les violences sexuelles ont été vécues entre 11 ans et 15 ans, et pour presque un quart, entre 6 et 10 ans. Enfin, dans les premiers dossiers reçus, on a sur la question de la durée des violences subies, on a 15% de situations où les violences ont été vécues, parfois sur des périodes extrêmement longues, allant de 3 à 20 ans. Je le dis pour montrer la gravité de certaines de ces situations dont on a déjà entendu par les personnes victimes et qui sont évidemment tout à fait confirmées. En matière d'attente de la part des personnes victimes, 23% souhaitent uniquement apporter leur témoignage, c'est une proportion importante, sans demande en termes de reconnaissance ou de réparation. Donc elles veulent s'adresser à l'instance, être repérées, être comptées même, certaines disent-elles, mais elles ne demandent rien de plus. 46% souhaitent une reconnaissance, c'est-à-dire qu'il soit vraiment formalisé le fait qu'elles ont été victimes. Ça peut passer par des choses matérielles comme un courrier, mais c'est parfois aussi une rencontre, et c'est assez fréquemment une rencontre avec des responsables d'église, considérant que sur les explications données, elles ne sont pas au niveau de ce qu'elles pourraient attendre pour considérer qu'elles sont bien reconnues dans ce qu'elles ont vécu. Et 6% de ces situations ont une idée très précise. Elles font une information très précise, échangée avec telle personne. Et pour finir cette approche des reconnaissances, 28% ne formulent aucune attente sur ce thème de la reconnaissance. Donc on peut se dire que tout est à construire, ou bien qu'elles n'ont pas d'attente. Mais ça, c'est le travail des référents de situation qui permettront d'en savoir plus. Enfin, 57% des personnes parlent d'une réparation, notamment financière, sans préciser nécessairement de quel montant pour 35% d'entre elles. 19% annoncent qu'elles ne souhaitent pas de réparation financière ou alors symbolique. Un certain nombre de personnes parlent de l'euro symbolique. Et 24%, donc ça veut dire pratiquement un quart des personnes qui s'adressent à nous, nous disent qu'elles n'ont pas d'attente sur ce thème. L'INIR donc a démarré son travail largement, vous l'avez compris, depuis le 17 janvier, 526 situations adressées, 54 engagées, avec des situations où on est au bout de pouvoir
pour certaines transmettre des demandes au fonds CELAM parce que c'est une réparation financière et la situation est relativement claire. Nous n'avons plus qu'à définir définitivement nos principes de fonctionnement pour y parvenir. D'autres, c'est parce que justement, elles n'ont pas de demande spécifique de réparation, mais une étape de reconnaissance précise et qu'on l'identifie très clairement et que l'on peut l'engager. Je pense notamment à des personnes qui demandent des médiations avec des responsables d'église. Alors évidemment, 54 situations accompagnées sur les 526, ça veut dire que c'est un tout petit peu plus que 10%. C'est pas satisfaisant. Ça fait écho avec ce que j'ai pu expliquer aux évêques sur le temps qu'il a fallu à structurer l'instance. Et puis la difficulté aussi à recruter notamment des salariés. Un secrétaire général, une chargée de mission, une secrétaire qui est arrivée seulement le 18 mars, et des référents de situation. Et on ne peut pas fonctionner qu'avec des bénévoles, quand bien même ils sont très compétents parce que professionnels. Ça demanderait une infrastructure de soutien qui n'est pas satisfaisante. Voilà, on a recruté un salarié pour qu'on soit dans un fonctionnement sécurisé. Il faut qu'on en ait rapidement 5. Voilà, ce qui permettrait aussi d'avoir un accompagnement des référents et puis d'avoir une façon d'avancer sur la structuration et la formalisation de nos modes opératoires beaucoup plus stabilisés et sécurisés. Voilà, donc ça c'est un élément important, la question de la structuration côté des salariés, et évidemment la réparation financière qu'on imagine avec des repères d'échelle sans avoir aujourd'hui finalisé complètement le système. Et notre objectif est de répondre rapidement et de pouvoir accompagner l'ensemble des personnes victimes qui s'adressent à l'INIR pour passer d'une préfiguration à un fonctionnement au long cours installé. Voilà ce que j'ai dit aux évêques et ce que je peux vous rapporter ici.